concrètement, qu'est-ce que l'État risque ? Enfin, qu'est-ce qui peut se passer concrètement pour l'État s'il ne respecte pas ? Au-delà de une catastrophe climatique qui commence déjà et qui va se continuer et s'aggraver dans les 20 prochaines années. C'est un peu la réponse, la question qui nous obsède tous. Finalement, l'État a été condamné, so what ? Qu'est-ce que ça a permis, etc. Il y a déjà une réponse avant même la fin des décisions de justice qui est est-ce qu'on considère que ça a eu un impact sur l'État français avant même que les juges aillent tout au bout de leur dossier en 2023-2024 ? Oui, forcément que ça a joué sur l'action de l'État français parce qu'en fait, les gens en ont parlé, ça a été finalement un bâton pour taper aussi sur les gouvernements successifs, donc probablement que ça participe quand même à des choses comme même la Convention citoyenne pour le climat, la loi climat, etc. C'est pas satisfaisant, mais on peut s'imaginer un monde où, sans cette pression-là, tout ça n'aurait même pas été fait ou fait de manière encore moins ambitieuse. L'autre élément, c'est une fois que l'État avait été condamné, cet élément de langage de dire le gouvernement a la responsabilité de sortir la France de l'illégalité climatique, l'État français est condamné, etc. C'est quelque chose qui a été très fort pour deux raisons. À la fois, ça a été utilisé même pendant les élections présidentielles par des candidats, parfois de manière un peu excessive en disant que c'était Macron qui était condamné, alors que c'était plus large. Mais je me suis perdue dans mon fil. Voilà, ça a été utilisé comme ça et surtout en fait ça a permis souvent la bataille des idées, la bataille de la vérité d'une certaine manière. Elle est très très dure à faire et elle est de plus en plus dure à faire avec le flot d'informations dans lequel on est. Donc le fait que finalement le gouvernement et l'État ne puissent pas dire on en fait assez, puisqu'il y a des acteurs objectifs comme les tribunaux qui ont dit ce n'est pas le cas, c'est quand même une victoire qui n'est pas à sous-estimer en fait. Okay. D'avoir un gouvernement qui doit être dans une position défensive de son bilan aussi, c'est quelque chose qui le force mine de rien à agir beaucoup plus. Et puis, du coup, tout ça est important, tout ça fait que l'État a plus agi, par contre c'est clairement insatisfaisant. Parce que pour le moment on parle uniquement de pression sociale en fait. Pression sociale, et puis la réalité c'est qu'en fait l'État ou le gouvernement, les gens sont jamais les administrations sont jamais un bloc monolithique en fait. Les gens sont des êtres humains et ils sont piqués aussi. Dans ces administrations, dans ces cabinets, il y a aussi des gens qui, quand ils voient que finalement leur action à eux aussi, leur métier à eux aussi est attaqué et condamné pour inaction, c'est quelque chose qui est quand même très fort. Ça veut pas dire que ces gens-là, ils vont se dire d'un coup, boum, j'ai tout compris, on va changer radicalement les choses. Mais c'est sûr que ça a une influence sur chaque être humain parce que ça va les questionner, ça va les pousser, même dans leur ego, à essayer d'en faire un peu plus. Alors, c'est pas satisfaisant pour des raisons systémiques qu'on ne peut pas influencer juste comme ça avec un petit peu de pression de temps en temps des tribunaux. Par contre, la question, c'est aussi, et c'est celle qui est très intéressante, qui s'ouvre maintenant en 2023 dans les deux dossiers, c'est, OK, cette pression-là, elle a fait un peu bouger l'État et le gouvernement, mais clairement pas assez. On voit que la crise climatique, elle s'accélère. En France, elle est plus rapide que ce qu'on pensait, en termes d'augmentation des températures, d'effets, etc. Donc du coup, c'est pas satisfaisant et on n'a pas du tout envie de s'arrêter là. Pour nous, c'est une question même qui devient presque d'état de droit, de démocratie, de contrôle de l'action du gouvernement. On peut pas se satisfaire d'un gouvernement qui ne va pas respecter les décisions de justice et celles-ci vont rester finalement sur une étagère à prendre la poussière. Donc là, on retourne devant les tribunaux pour essayer de voir quels sont les outils des juges pour justement obliger l'État à agir. Et l'outil principal des tribunaux à l'heure actuelle, c'est celle des astreintes, donc de la pénalité financière qu'on impose à l'État tant qu'il ne s'est pas mis en conformité avec la décision de justice. Donc ça peut être des millions d'euros par semestre de retard que l'État va devoir bloquer dans son budget et allouer à des acteurs, à des services qui seront compétents pour régler le problème puisque lui n'agit pas. Donc après, une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est à la fois déjà une forme d'innovation. Le Conseil d'État récemment a imposé des astreintes financières à l'État sur la question de la pollution de l'air.
parce que l'État français est un des pays européens qui ne respecte pas les objectifs de pollution de l'air, enfin de limite de pollution de l'air. Et donc, du coup, l'État a dû payer des sommes importantes par semestre de retard qui ont été renouvelées récemment parce que l'État avait toujours pas pris la mesure de la décision. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de savoir quels seraient les montants pertinents pour réellement en fait être efficace, être utile pour l'action climatique de l'État, et surtout auprès de quel acteur on donne cet argent pour que ça soit efficace, pour que ça soit pas $1 pour l'État. Parce que de toute façon, ce seront des montants qui seront importants, mais à l'échelle du budget de l'État qui seront quand même anecdotiques. Donc le but, c'est que ces millions ils soient mis aux bons endroits, là où les gens ont vraiment besoin pour faire en fait ce que l'État ne fait pas mais qui est évident, comme par exemple de la rénovation thermique du bâtiment en fait. Ouais. C'est une mesure qui est une mesure d'atténuation, d'adaptation, de justice sociale. Je comprends même pas que ça soit pas un objectif transpartisan où on mettrait du budget énorme dessus. Voilà, c'est ce qui avait été proposé par les parlementaires récemment. Et puis avec le 49.3, le gouvernement a décidé unilatéralement que ces millions pour la rénovation thermique, il y en aurait pas. Pareil pour le ferroviaire, il y en aurait pareil, mais moins plus tard. Finalement, c'est toujours différé, alors qu'en fait là, il s'agit d'agir très très rapidement. Pareil sur les questions de ferroviaire, etc. Donc là, c'est toute cette réflexion qui est intéressante, qui est comment on calibre ces astreintes financières, comment on continue à argumenter que ces astreintes financières sont légitimes, c'est-à-dire que l'État est toujours en faute par rapport à ses engagements, et on est en train de réfléchir aussi à quels peuvent être les autres outils pour obliger l'État et le gouvernement à respecter les décisions de justice. Est-ce qu'il y a d'autres garde-fous à mettre en place autour de ces astreintes? Est-ce qu'il y a d'autres outils des juges? Est-ce que les juges peuvent aller plus loin? Est-ce que le Parlement peut avoir un rôle à jouer là-dedans?